Bonjour et bienvenue dans le garage. Aujourd'hui j'avance sur la fabrication de la presse de mon établi. Si vous n'avez pas vu les 4 vidéos précédentes sur cette presse et que vous vous dites mince c'est grave, eh ben rassurez-vous, c'est encore plus grave que vous le croyez parce qu'en fait cette presse elle fait partie d'un établi que je construis et ce ne sont pas 4 épisodes que vous avez ratés mais 14. Alors oui, 14 épisodes c'est beaucoup, mais c'est parce que cet établi il me sert de cobaye. Grâce à lui, je me fais la main sur plein de techniques de menuiserie, je me fais en quelque sorte un auto-apprentissage de la menuiserie. Et je partage ça avec vous, je vous montre tout ce qui est intéressant, les succès, les échecs, des astuces, des découvertes aussi. Et cette presse, c'en est une de découverte, une double découverte même. C'est à mon sens la presse verticale idéale, j'en ai parlé largement par ici. Aujourd'hui, je l'installe et je l'équipe de 7 vis débrayables maison, j'en parle également ici. Donc vous avez vu, je me fous pas de vous quand je vous parle de découverte, hein. Vous devez absolument voir ces vidéos. Et je me fous pas de vous non plus quand je vous parle de tout partager, parce que l'installation de cette vis, elle commence maintenant directement avec la rubrique que vous attendez à chaque fois et que moi je redoute, l'instant boulette. À la boulette. À la fin de chaque vidéo, je fais un bilan sur mon auto-apprentissage, et dans la vidéo où je parle de la partie mobile de la presse, elle est là. J'ai dit que je ferais un montage intégral à blanc de tout l'établi avant de coller la moindre pièce. Eh bien, je vous ai menti. En fait, j'ai oublié que j'avais déjà collé une pièce. Alors, je ne parle pas des pièces comme les pieds ici qui sont constitués de 2 pièces de bois que j'ai ensuite rabotées et découpées. Ce n'est pas la question. Je parle de l'assemblage. Et la pièce que j'ai oublié que j'avais déjà collée, c'est celle-là. C'est cette pièce. Cette pièce, elle sert de support aux glissières de tiroir qui se trouvent là. Et malheureusement, j'aurais jamais dû la coller parce que là, il va falloir que je redéfasse tout ce que j'ai fait. J'ai démonté toute la partie gauche de l'établi pour garder que le pied. Et j'ai aussi supprimé la presse. Donc là, on est à l'arrière du pied de la presse, à l'intérieur de l'établi. Et ici, donc, il va y avoir la glissière horizontale qui va venir coulisser. Et dans le grand trou ici, la glissière oblique qui va venir comme ça. Sous la glissière horizontale, il y a la place pour la vis à vide et pour le mécanisme d'embrayage. Sauf que la place ici, elle fait 5 cm par 5. Elle est beaucoup trop petite. La mécanique d'embrayage, elle fait plutôt 10 par 10. Donc évidemment, ça ne va pas rentrer, même en largeur, elle ne rentrerait pas. Donc il va falloir que j'agrandisse ce trou. Malheureusement, sur la trajectoire, on a la pièce que j'ai collée. Donc c'est pas très grave, je vais la découper proprement ici, enlever ce morceau, pour pouvoir défoncer un passage plus grand pour le boîtier d'embrayage. Et puis la prochaine fois, eh ben, je réfléchirai un peu plus. Voilà la cote, on s'en fout, hein, c'est de l'à peu près. Quand on n'a pas de rabot, on peut faire ça au ciseau. Avec un ciseau aussi, on peut faire des beaux copeaux, hein. Voilà.
pour usiner cette poche, je suis vraiment allé aux limites du matériel. À commencer avec le gabarit pour défonceuse. Ce gabarit, il est équipé de 2 serre-joints qui sont normalement des 120 par 60. Ça veut dire qu'ici, normalement, on a 120 mm et ici 60. En fait, ils font 150. Donc là, j'ai de la chance parce que c'est les dimensions de mon pied. Mais j'ai pu les utiliser uniquement parce que j'ai supprimé la protection qui vient ici, que je remets maintenant. Voilà, donc ça c'est le premier point, c'est plus une anecdote qu'autre chose. Ensuite, mon objectif, c'était de descendre de 7 à 7 cm et demi dans le bois. Et ça, c'est énorme pour une défonceuse et c'est même dangereux si on s'y prend mal. Et en plus, il faut pouvoir se le permettre, il faut avoir le matériel. Donc déjà, moi, j'avais la chance d'avoir une défonceuse qui permet une grande plongée. Et j'ai aussi cette fraise qui fait 12 mm de diamètre ici, 12 mm partout d'ailleurs, et 70 mm de surface coupante ici. Donc c'est vraiment, ça permet une plongée vraiment longue. Par contre, c'est pas parce qu'on a une fraise avec une grande plongée qu'on va pouvoir descendre rapidement et puis tout défoncer à la wall again vite fait comme ça. Non, non. La règle pour une fraise à la défonceuse, si une fraise fait par exemple 12 mm, eh bien vous avez le droit, sans que ce soit dangereux, de descendre de 12 mm, de faire une passe, et ensuite de redescendre de 12 mm, en faire une deuxième passe, etc. Sauf que ça, c'est valable pour une fraise classique. Et les fraises classiques, en général, elles ont une surface de coupe entre 15 et 25 mm, pas plus, en hauteur. Donc, ça veut dire que cette partie-là, sur une fraise classique, elle se trouve beaucoup plus proche de la surface qui subit un effort, par rapport à celle-ci où l'effort va se faire de ce côté-là. Parce que même si on descend que de 12 mm par 12 mm, la partie qui va couper, c'est quand même celle-ci. Donc, l'idée, c'est pas de descendre de 12 par 12 mm. J'ai fait des passes de quelques millimètres seulement à chaque fois. Donc, j'ai utilisé le gabarit de défonceuse. Je suis descendu au maximum de ses capacités. Donc, avec cette fraise, la défonceuse et le gabarit qui fait 2 cm d'épaisseur, je suis arrivé à peu près 5 cm et demi de profondeur, ce qui est déjà pas mal. Ensuite, pour pouvoir descendre plus bas, j'avais prévu d'utiliser donc cette bague à copier. Cette bague à copier, elle fait 17 mm, et la fraise de 12 mm, elle passe dedans sans souci. Alors 17 mm, attention, c'est le diamètre extérieur. Ça veut dire qu'à l'intérieur, si la bague fait 1 mm d'épais, c'est le cas, elle ne fait que 15 mm. Donc j'ai 1 mm et demi de marge de chaque côté de la fraise. Donc il ne faut vraiment pas que ça vibre. C'est pour ça que j'ai limité au maximum les profondeurs de passe. Néanmoins, j'ai quand même eu des soucis. J'y suis allé tout doucement pourtant. Et la fraise a tapé la bague. Vous voyez là. Donc il y a un morceau de la fraise qui est parti. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ici c'est ébréché. Ici il manque un morceau. Donc cette fraise, il est hors de question de la réutiliser, c'est poubelle. Donc ensuite, comme je l'ai fait pour la fabrication de la mâchoire, j'ai utilisé uniquement la bague de copiage dans la poche déjà usinée. Donc j'ai supprimé le gabarit de défonçage. Et j'ai défoncé au maximum encore. Donc j'ai gagné 2 cm, c'est-à-dire l'épaisseur du gabarit de défonçage. De 5,5, je suis arrivé à 7,5 et c'est la profondeur que je voulais. Et pourquoi j'ai utilisé une bague de copiage avec un diamètre aussi rapproché de celui de la fraise? Eh bien, c'est juste pour pouvoir avoir un minimum de bois à supprimer ici, puisque forcément, il y a un excédent de matière encore qu'il va falloir que j'enlève à la main. Je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas présenté la version finale du boîtier d'embrayage. Donc c'est ça. Donc c'est exactement la même chose qu'on a vu à l'épisode précédent, sauf qu'à la place du contreplaqué, il y a du plastique ici. Il y a 2 carters de contreplaqué avec sur chacun d'eux une rondelle collée. Donc la rondelle, elle va servir à éviter à ce que pendant que la vis fait des va-et-vient comme ça, elle usine trop rapidement par frottement du coup le bois et le plastique. Donc il y a un système de vis écrou-frein pour pouvoir fermer le boîtier. Et donc on va faire un essai de positionnement. Pour pouvoir rentrer le boîtier dans le logement, il y a des petites astuces. Vous voyez là il rentre, mais il dépasse un petit peu. L'écrou là, il dépasse. En fait ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire 4 trous dans chaque coin à la perceuse ici pour laisser passer les écrous qui sont de ce côté. Donc là on va gagner quelques millimètres. Et pour cette partie-là, je vais la recouvrir. Je vais défoncer ici
et ici, pour pouvoir mettre un capot en bois ici. Et ce capot, lui aussi, je vais le percer pour laisser passer les 4 écrous qui sont là. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour pouvoir faire rentrer ce boîtier qui est relativement profond dans ce trou qui n'est pas suffisamment profond, mais que je ne sais pas faire plus profond. Quand il faut y aller, il faut y aller. Fin de batterie. Gagne un peu. J'ai remonté la presse, tout du moins partiellement, pour pouvoir aligner facilement le pied avec la mâchoire. Donc là, la presse elle est en position fermée. Le but, ça va être de percer la mâchoire pour le passage de la vis, comme j'ai percé le pied, et donc d'aligner les trous. Et tout simplement, la presse en position fermée, je vais utiliser une mèche Forstner que je vais passer par le trou du pied, qui va me guider pour marquer la mâchoire. Ensuite, je redémonte tout et je perce la mâchoire. Voilà le repère. Je vais y aller tout doucement parce que cette perceuse, c'est une vraie cochonnerie. Alors, je vais commencer sans martyre pour que la pièce soit bien à plat sur le plateau et percer bien à 90 degrés. J'ai pas envie de percer de travers parce que mon martyre est de travers. Par contre, à la fin du trou, enfin à la fin du perçage, je mettrai un martyre dessous. On arrive au noyer. Bon, ma perceuse, c'est vraiment une cochonnerie, effectivement. Par contre, ces mèches Forstner, là, elles sont vraiment top. Donc là, celle-ci est toute neuve et donc elle est bien affûtée. C'est une mèche de la marque Fish. Ce pas les meilleures, mais elles sont dans le haut du panier et elles ont un excellent rapport qualité-prix. Même si elles ne sont pas données, le rapport qualité-prix reste bon. À titre de comparaison, regardez. Ça, c'est une mèche, bon, très bas de gamme. C'est une mèche Parkside. Celle-ci est parfaite pour le mélaminé, on va dire, hein, parce que ça désaffûte énormément et que je ne vais pas abîmer cette jolie mèche qui coûte quand même un petit peu, avec un matériau aussi dégoûtant. Donc je préfère avoir les deux gammes pour préserver la qualité quand j'en ai besoin. Et donc le résultat est impeccable. Donc là on a percé un peu plus de 7 cm de bois. Il y a à peine un peu d'arrachement ici. L'intérieur est lisse, c'est vraiment sans bavure, il n'y a pas de brûlure. Et la mèche est à peine tiède. Alors pour le perçage de la partie arrière du triangle ici, j'ai un petit doute. La vis fait 27 mm. Objectivement, je devrais percer à 30, mais je pense qu'avec tous les jeux, etc., je pourrais avoir des petits soucis avec 30. Donc je commence à percer à 35 mm sur 1 cm de profondeur, et ensuite je vais percer à 30. Pourquoi je fais comme ça? Parce qu'en fait, si je commence à percer avec une mèche Forstner, j'ai le centrage qui va bien, et du coup, si je perce à 30, j'aurai toujours le point de centrage qui va me permettre de percer droit. Le problème, c'est que si je veux percer à 35 après avoir percé à 30, j'aurai plus le centrage, mais je pourrais quand même me caler sur les bords de la mèche, puisque j'aurais commencé à percer à 35. Voilà, donc c'est juste une précaution au cas où. Pas mal. On se rapproche du but, ça commence à ressembler à quelque chose. Pour l'instant, on a la mâchoire et la vis qui sont indépendantes. Je m'explique. La vis traverse la mâchoire ici, mais il n'y a pas de filetage. Et de la même manière, elle traverse ici, et il n'y a pas de filetage non plus. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si je déplace ma vis, d'un côté ou de l'autre, la mâchoire ne va pas bouger.
Même chose pour la mâchoire, si je la déplace, la vis ne bougera pas. Pour l'instant, la vis est uniquement dépendante du pied, si j'embraye le mécanisme qui se trouve dans le pied. Voilà, donc comment je vais faire pour rendre ma vis utile à quelque chose, à savoir entraîner la mâchoire? Eh bien tout simplement, j'ai monté un écrou qui va être solidaire de la vis, c'est-à-dire que quand je vais tourner l'écrou, la vis va tourner, et donc si je tourne en vissant, la presse va, enfin du moins la vis, pardon, va rentrer. Et comme l'écrou est sur la trajectoire, il va emmener la presse avec lui. Donc en mode embrayé, en vissant, je ferme la presse, et en mode débrayé, il me suffit de pousser la vis et l'écrou pour faire rentrer la presse. Et sur cet écrou d'ailleurs, je vais y monter le volant pour pouvoir visser et dévisser la presse comme je veux. À l'arrière, même principe, un écrou solidaire de la vis, ce qui fait que quand la vis va avancer comme ça, eh ben, l'écrou va entraîner l'arrière du triangle. Donc la presse va sortir. Donc ça sera en mode débrayé, juste en tirant le volant ou en tirant la presse, et en mode embrayé, en dévissant tout simplement. Et pour pouvoir fermer ma presse correctement, cet écrou, il va devoir s'enfiler dans le pied, donc je vais faire un trou pour ça. Alors ici, je vais prendre des repères, mais pas pour déterminer le diamètre du trou que je veux faire, puisque le diamètre, je mets à peu près ce que je veux tant que c'est supérieur à l'écrou. Je vais juste faire un repère en face de chaque arête dépend de l'écrou. Et ensuite, il suffit de relier les points des repères qu'on a pris pour trouver le centre. Après, pour percer le trou, on choisit le diamètre en fonction de l'écrou. Évidemment, il faut que le trou soit plus grand que l'écrou. Donc je pourrais partir, moi, sur cette cloche. Il faut s'adapter avec le matériel qu'on a. Le problème, c'est que si je prends cette cloche-ci et que je la place sur le centre, je suis vraiment trop près du bord, je trouve. Donc je vais prendre cette cloche-ci, qui est un peu plus petite, mais qui fait le diamètre à peu près de l'écrou. Donc ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais limer l'écrou comme je l'ai fait pour le système de débrayage, pour lui permettre de passer dans le trou, et ça devrait aller. Bon, finalement, après vérification, je passe pas si près que ça du bord, donc je vais pas m'embêter à limer l'écrou et je vais percer plus gros. Pour solidariser la vis arrière avec l'écrou, je perce à la fois l'écrou et la vis avec des forets de plus en plus gros, puis je taraude la vis pour y loger une vis de 6 mm. L'écrou, lui, il est percé plus gros pour laisser passer directement la vis. Ensuite, je transforme une vis classique en vis sans tête, à la bonne longueur et sur mesure. La coupe est super propre. Bon, il va quand même falloir que j'arrondisse les angles sur l'écrou arrière parce qu'il passe vraiment trop juste. Et voilà le résultat, on est bon pour ce côté. Il reste encore à traiter l'écrou côté volant, mais ça je m'en occuperai quand je fabriquerai le volant justement. Ça sera le sujet du prochain épisode. Alors pensez à vous abonner et activer les notifications si vous ne voulez pas rater la sortie de la vidéo. Il me reste encore à faire une trappe vite fait pour enfermer le boîtier d'embrayage et aussi à reconstituer la pièce que j'ai découpée en début d'épisode, et ça sera fini pour aujourd'hui. Je change de lame pour découper du contreplaqué, donc avec cette lame-ci. Ça va me permettre de fermer l'emplacement du boîtier d'embrayage de la vis, et je me rends compte que vous allez bientôt avoir droit à une vidéo sur le nettoyage des lames. En ces temps de pénurie de bois, c'est pas facile de trouver du contreplaqué. Celui-ci, je ne l'ai pas trouvé dans un magasin, je l'ai trouvé à la poubelle.
Donc vous m'avez vu travailler la défonceuse pour préparer l'emplacement pour la trappe ici. Alors j'ai un petit peu travaillé à l'aveugle parce que c'est le gros défaut de cette défonceuse, on voit rien du tout. Donc j'ai utilisé le guide parallèle qui se trouve ici pour pouvoir mettre la défonceuse en appui en position maximale par là, pour me donner ma limite ici. Et j'ai fait la même chose dans l'autre sens, en donnant l'appui sur la règle ici, pour avoir la trajectoire maximale ici. Et là, je me rends compte que je ne suis pas allé au maximum. Bon, c'est pas très grave, je vais le finir au ciseau. J'ai dû m'approcher à tâtons ici, parce que je voyais vraiment rien. Et j'ai préféré y aller petit à petit et ne pas aller jusqu'au bout pour ne pas entamer le bois trop profondément. Je vais finir les coins de toute façon au ciseau puisqu'il faut les équarrir d'une part. Et puis d'autre part, j'ai pas pu aller assez loin là-bas. Et je suppose que cette petite encoche est liée à ça. Pourquoi? Parce que je venais en buter ici avec la règle. Voilà, donc c'est pas très grave, je vais fignoler à la main. C'est définitivement pas un travail fait pour ce type de machine. Alors attention, je dénigre pas du tout la machine, c'est juste qu'elle n'est pas du tout adaptée pour ce type de travail. Cette machine, c'est une machine puissante qui est prévue pour les travaux lourds et spécialement pour le travail sous table. Donc là, je ne l'utilise pas dans sa zone de prédilection. Elle fait quand même le travail, même si c'est moins confortable. Mais ce n'est pas la faute de la machine, c'est la faute du choix de la machine. La machine n'est pas faite pour ça. Je le fais simplement avec cette machine parce que je n'ai pas le choix. Mon autre défonceuse qui est beaucoup plus adaptée, plus petite, plus légère, beaucoup plus de visibilité, elle est morte. Voilà, impeccable. On a la fleur partout. Alors, quelques détails concernant la trappe. Je l'ai faite en contreplaqué. Pourquoi pas en massif? Parce qu'elle fait que 10 mm d'épaisseur et je suppose, j'affirme rien, qu'elle sera plus solide. Et étant donné qu'elle va subir les coups quand la vis sera débrayée du boîtier d'embrayage qui va vouloir reculer, je préfère quand même la faire en contreplaqué. C'est une simple précaution. De toute façon, on ne la verra que très peu. J'ai choisi de la fixer avec des vis. Alors, ce sont des vis de 4 mm étroites, mais relativement longues. Elles ont le bout de la pointe fendu, ce qui permet d'éliminer le copeau. Alors, il n'y a pas de miracle, hein, ça ne va pas évacuer le copeau comme le fera un forêt. Donc, étant donné que les vis sont profondes, je vais pré-percer à 3 mm avant de les enfiler. La trappe, elle, par contre, elle est pré-percée à 4 mm pour laisser passer la vis sans avoir à visser. Elle va passer à travers, en fait, ce qui va permettre de bien plaquer la trappe contre le pied. Sur le verso de la trappe, j'ai laissé la place pour les 4 écrous du boîtier d'embrayage. Rappelez-vous, l'emplacement pour le boîtier d'embrayage n'est pas assez profond et j'ai dû faire la même manipulation de l'autre côté pour les têtes de vis. Donc ça va me permettre de bien plaquer la trappe sans bloquer le boîtier de transmission, ce qui va lui laisser un petit peu de jeu. Autre détail, j'ai fraisé donc les emplacements pour les têtes de vis. C'est pas obligatoire, mais tant qu'à faire, autant faire joli. Impec. Allez, la dernière étape pour aujourd'hui, cette pièce de bois, faut pas oublier, je l'ai coupée, il va falloir que je remette tout en place. Donc le morceau qui manque, évidemment, je l'ai gardé. Le problème, c'est qu'il est 2 fois trop petit. Pourquoi il est trop petit? Parce que déjà, il y a un manque en hauteur. Il manque l'épaisseur de la lame de scie plus ce que j'ai enlevé au ciseau en début de vidéo. Et en plus de ça, ce que j'ai fait hors caméra, c'est que j'ai raccourci une deuxième fois. J'ai retronçonné une deuxième fois la pièce ici pour pouvoir donner plus de place à la défonceuse pour pouvoir faire ce trou ici. Donc il ne manque pas juste l'épaisseur de la lame de scie sur cette dimension-là, mais un petit bloc quand même. Donc pour remédier à ça, je vais utiliser cette chute de bois qui fait 10 mm d'épaisseur pour rehausser la pièce. Et la pièce ensuite, je vais la coller dessus après l'avoir au préalable resciée pour avoir la bonne hauteur, parce que là elle est trop haute. Ces deux pièces-là seront collées ensemble et l'ensemble sera, lui, vissé ici. Pourquoi visser et pas coller? Tout simplement pour pouvoir le démonter et pour pouvoir accéder à la trappe qui se trouve ici en cas de maintenance du boîtier de débrayage, on ne sait jamais. Alors la première étape, c'est de mettre cette plaque à dimension. Je ne m'embête pas à mesurer, comme d'habitude,
je me mets ici et la cote, je la vois là. C'est là. Les pièces de bois sont collées. Je vais maintenant fixer donc cette pièce sur le pied. Et pour ça, il faut que ce soit costaud parce que ces encoches vont supporter les glissières de tiroirs. Et les tiroirs, eux, vont supporter un point important. Donc, j'ai pas envie que les tiroirs prennent du jeu ou s'écroulent parce que cette pièce est mal fixée. Donc, pour ça, je vais mettre 3 vis. Une ici et une là. Et j'ai pris ce que j'avais de plus gros en stock. Des vis de 6 mm par 90. Donc, ça va permettre d'avoir un bon ancrage dans le pied. Voilà, et donc ça sera efficace, je pense. Alors ces vis, elles ont une partie non filetée ici, ce qui permet normalement de prendre un élément et de le visser dans un autre, et de bien plaquer l'un dans l'autre. Mais évidemment, 3 cm, c'est pas suffisant dans notre cas ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais percer un avant-trou, enfin 3 avant-trous ici, de 5 mm, parce que cette partie-là de la vis fait 4 mm et demi. Et de l'autre côté, en dessous, je vais percer à 6 mm, jusque là environ, pour pouvoir laisser passer la vis. Et ensuite, donc, comme je l'expliquais, la vis va bien plaquer cette pièce-là sur le pied. Bon, ben encore une fois, j'ai bien réfléchi mon affaire. Moi, ces deux vis, elles vont servir à quelque chose. Par contre, celle-ci, elle ne sert à rien parce que dessous, eh ben, il y a le boîtier d'embrayage, évidemment. Donc je vais y aller avec la visseuse à choc. Donc la vis, elle va rentrer sans effort. Par contre, la vis, elle n'est pas prévue pour ce type de visseuse. Et elle risque de foirer la tête. Donc je vais quand même pré-percer avant. Ah, et puis là, on tombe sur la mortaise, évidemment. Donc la vis, eh ben, elle traversera le tenon. Et voilà ce que ça donne. Allez, on passe au bilan. Bon, je suis obligé de commencer par la boulette. Hein. J'ai déjà dit plusieurs fois dans les épisodes précédents, je ne sais pas improviser un projet, je dois tout planifier, tout anticiper pour m'en sortir et pour, accessoirement, y prendre plaisir. Anticiper, c'est prévoir. Et cette fois-ci, je me suis fait avoir parce que j'avais prévu un emplacement pour le boîtier d'embrayage, mais il était bien trop petit. Heureusement, j'ai trouvé un moyen de m'en sortir sans trop de mal. Ensuite, j'ai flirté avec les limites de la capacité de mon matériel. Les serre-joints, très bien, c'est pas grave, mais avec la défonceuse et la fraise, je suis vraiment rentré dans une zone dangereuse en usinant sur 7 cm de profondeur avec une fraise de 12 mm de diamètre. Mais je l'ai fait quand même parce que j'avais pas le choix d'une part et j'avais aussi une chance d'y parvenir. Regardons bien le contexte. J'ai une défonceuse robuste, neuve, donc avec un minimum de jeu. J'ai utilisé une fraise de qualité, neuve et affûtée, et j'y suis allé par toute petite passe. Et bien malgré ça, il y a eu des dégâts. Donc encore une fois, si j'avais anticipé les problèmes en concevant par exemple le mécanisme d'embrayage avant de faire le pied, j'aurais pu très facilement prévoir dès le départ l'espace nécessaire au boîtier et j'aurais pas pris ces risques pour rien. Donc la leçon est su.
Et puisqu'on parle de qualité d'outils, creusons un petit peu le sujet. Vous avez peut-être remarqué que j'ai dit que ma perceuse à colonne est une cochonnerie, et pourtant j'ai eu aucun mal à faire du bon travail avec. C'est parce que les mèches Forstner que j'ai utilisées sont, elles, d'excellente qualité. Je suis toujours intransigeant sur la qualité de coupe des outils, quels qu'ils soient. Un outil coupant bas de gamme mais affûté, c'est un outil de qualité. Alors qu'un outil mal affûté, même très haut de gamme, ça sera quand même un mauvais outil qui fera du mauvais travail. Et en plus, ça sera dangereux. Parce que oui, paradoxalement, un ciseau à bois, par exemple, s'il est bien affûté, il sera moins dangereux qu'un ciseau qui coupe comme une pelle. Donc j'ai investi une bonne partie de mon budget outils en appliquant ce précepte. Et j'ai mis pas mal de moyens dans des outils de coupe qui valent l'investissement, comme ces mèches Fish, par exemple. J'ai également investi, et le terme est soigneusement choisi, investi donc dans un touret d'affûtage Tormek. C'est onéreux, mais ça vaut le coup. J'y reviendrai dans d'autres vidéos si ça vous intéresse. Parlons maintenant du montage de la vis. Je voulais le système complètement réversible pour des raisons de maintenance, donc pas question de souder la vis à l'écrou. C'est pourquoi je suis parti sur une vis sans tête pour solidariser l'ensemble. Au départ, je voulais partir sur un système de goupilles à ressort, mais j'en ai pas et j'avais pas envie d'en commander, sachant que c'est pas du matériel que j'utilise couramment. Je me suis donc rabattu sur ce que j'avais sous la main. La trappe de l'embrayage de vis, j'ai rien de particulier à en dire, en tout cas rien de plus que ce que j'ai dit pendant la fabrication, donc on va passer. Par contre, pour le remontage du support de glissière de tiroir, il y a une chose que je n'ai pas précisée. Donc la pièce de bois que j'ai collée pour rattraper le manque de matière de la partie coupée a deux rôles en fait. Alors bien sûr, elle comble le manque de matière, évidemment, mais aussi elle permet à la partie vissée de prendre appui sur la partie collée. De cette manière, les vis n'auront pas à supporter le poids des tiroirs et de leur contenu, elles auront déjà suffisamment de travail à maintenir le support de glissière contre le pied de l'établi. Ah oui, et puis pour ces grosses vis, j'ai préféré utiliser une visseuse à choc, c'est plus adapté qu'une visseuse classique. J'ai développé les différences de ces deux types de visseuses ici, si ça vous intéresse. Voilà, la presse est en place, presque opérationnelle, il manque que le volant pour l'actionner, et aussi bien sûr le plateau qui viendra compléter la partie fixe de ce bel outil. C'est une étape de plus de franchie, et c'est une de celles que j'ai le plus appréhendée, parce que entre le modèle de presse et le système d'embrayage, j'ai finalement construit quelque chose de complexe que j'ai pas conçu moi-même, sans en avoir les plans, et honnêtement, c'était pas gagné d'avance. Donc j'ai pris le risque de le faire quand même, et ça a payé, je suis très content de ça. J'attends avec impatience vos commentaires, vos likes, vos critiques. Si vous aimez cette chaîne, abonnez-vous et participez à son expansion, si vous voulez, en partageant les vidéos sur vos réseaux. J'en profite pour remercier tous ceux qui ont eu la gentillesse de m'offrir un café en cliquant sur le bouton « Merci » sous la vidéo. C'est très généreux de votre part, ça participe aussi à l'expansion de la chaîne. Donc tout l'argent sera investi dans du matériel, soit de tournage, soit de l'outillage. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à la prochaine dans le garage. À très bientôt.